Bonjour, je m'appelle Monsieur Lemaitre Martin d'Artus. Je suis content de vous accueillir sur Internet. Donc veuillez me pardonner, c'est une des premières fois où je m'engage sur ce chemin-là. Et c'est pour vous parler de la crypto-pictographologie. Alors, au fur et à mesure, nous allons aborder ce sujet. Vous verrez, ça fait gagner du temps pour ceux qui ne sont pas intéressés. Ça touche à la philosophie, ça touche à l'histoire, ça touche à l'héraldique. Et ces découvertes aussi ont des conséquences vis-à-vis de la psychanalyse, comme des conséquences pour voir ce qui se passe dans la société actuelle. Donc, je conseille aux gens quand même qui sont intéressés d'écouter jusqu'au bout. Ça permettra de réfléchir sur ce qui se passe de nos jours. Je tiens à remercier la mairie de La Réole qui m'a prêté ce local. Et je tiens à remercier aussi TV Entre-deux-Mers qui a eu la gentillesse de faciliter cet enregistrement, car bon, pour l'instant, je n'ai pas tout le matériel. Donc, en ce qui concerne cet aspect de la crypto-pictographologie, qui est un mot barbare, qui veut dire tout simplement la connaissance ou l'observation des symboles cachés derrière les blasons, surtout cela, et qui en fait vont nous amener à s'apercevoir qu'il y avait des liens avec le paganisme et des liens qui nous ramènent jusqu'à l'Antiquité et la préhistoire. Alors mon propre cheminement, bon certes il y a eu la faculté, mais j'ai dû choisir à une époque entre la carrière militaire et d'autres types de recherches. J'étais passionné par la symbolique et la philosophie, donc je suis parti vivre quelque temps en forêt des Landes, et petit à petit, en étudiant certains symboles, notamment au niveau du léopard d'Aquitaine, qui me concernaient et qui me travaillaient en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait sans doute quelque chose de bien plus profond derrière tous ces symboles qu'on retrouvait finalement sur les blasons et qui avaient évolué au fur et à mesure du temps, et que ces symboles devaient nécessairement cacher quelque chose de plus puissant. Donc je suis devenu finalement, après beaucoup de pérégrinations, un chercheur indépendant. J'ai travaillé beaucoup sur l'héraldique. J'ai essayé de faire quelque chose qui m'a permis de créer des blasons en fonction de ce que j'avais découvert. Alors une partie était déjà connue par Aristote concernant les études sur les couleurs et le rapport avec les sons, les formes. Et à partir de là, j'ai commencé à étudier pour voir s'il était intéressant en prenant les premiers blasons au XIIe, XIIIe siècle et en faisant une observation des couleurs qu'il y avait et des premières formes, et de voir si les concepts à travers les couleurs correspondaient à des directions, des comportements mentaux, des comportements sociaux. C'est pour ça qu'on voit des différents dans certains secteurs, comme en Pays d'Oc, on voit des couleurs rouges dominantes, et du côté francien, on voit des couleurs bleues. Mais derrière, il y a autre chose. Et à partir de là, si on fait une étude psychologique, en étudiant la morphopsychologique, la caractérologie, la psychanalyse, si on fait un travail, comme j'ai essayé de le faire, en faisant des questionnaires, en essayant de voir, on s'aperçoit qu'on peut recréer vraiment sérieusement un blason ou un logo pour un individu, et à travers, finalement, l'étude réelle de sa personnalité. C'est-à-dire que son visage va apparaître dans une sorte de miroir, mais son vrai visage. J'ai fait pas mal donc de conférences, d'articles. Ça m'a valu de faire un colloque international et d'être, parce qu'en France, évidemment, à partir du moment où on est chercheur indépendant, c'est plus compliqué. Mais ça m'a valu d'être invité à suite de cela par un quanticien, chercheur de la NASA. Et j'ai fait un tour donc dans plusieurs facultés américaines. Et ça m'a permis aussi, parce que je me posais de grandes questions sur l'origine exacte et à quel moment la structure des couleurs s'est organisée sous la forme de blason, c'est-à-dire comme on résonne au niveau des contrastes. Ça m'a permis, à ce moment-là, en rencontrant des chamans indiens, de faire le lien entre le paganisme, qui bascule finalement à travers le christianisme sur une forme organisée du blason. Mais alors le paganisme, justement, cette forme n'est pas organisée, cette forme est plutôt tournée vers certaines couleurs, des couleurs de fauve, et qui ont un autre sens au niveau des civilisations. J'ai travaillé ou j'ai échangé avec beaucoup de chercheurs qui sont internationaux connus. J'ai échangé énormément avec Madame Acaron,
qui est une spécialiste et qui a travaillé sur l'homme sauvage, qui a étudié Uzi. J'ai échangé beaucoup avec une ethno-astronome qui est très connue, qui a mesuré Lascaux et d'autres grottes de par le monde, et qui en est arrivé justement, on a échangé, que les symboles qu'on trouve dans les grottes, donc j'expliquerai, se retrouvent dans l'Antiquité, dans le védisme, au niveau du monisme, au niveau du panthéisme, et se retrouvent finalement cachés à travers les blasons. Donc d'où la crypto qui permet de comprendre, décoder comment un symbole qui n'a l'air de rien, derrière cache quelque chose de beaucoup plus ancien. Ces symboles, donc ces comparaisons, se font par, non pas comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire rationnellement, mais par observation du phonème. C'est-à-dire que les anciennes civilisations sont basées sur l'oralité. Et ces anciennes civilisations qui sont basées sur l'oralité n'ont pas nécessairement laissé de traces, j'allais dire, écrites, excepté les peintures, excepté certains détails. Or, on peut les trouver quand on s'aperçoit que le blason qui est utilisé au XIIIe siècle avec une codification ou des termes franciens, si on les compare, on s'aperçoit à ce moment-là qu'ils correspondent au niveau de la sonorité à l'endroit où ils se trouvent à des symboles, à des usages qui sont propres à d'autres systèmes païens, d'autres systèmes différents. Cet aspect-là est sûr et certain parce que ça se répète systématiquement. Et déjà des chercheurs du CNRS s'en sont aperçus quand ils, même des chercheurs anglais s'en sont aperçus, mais quand ils ont travaillé sur les lieux curatifs, les lieux de culte, mais curatifs, ils se sont aperçus que le concept oral, la façon de concevoir le monde dans son oralité et au son, donc on fait un alignement sur les végétaux, les planètes, les animaux, etc., en fonction du type de prononciation, et ces lieux où les gens allaient se soigner, ces sources magiques, ils donnaient un terme qui correspondait au nom de la maladie, ou de l'interprétation de la maladie. À partir du moment où ces lieux ont été baptisés, on a créé un saint, et on lui a donné une approximation correspondant au nom de la maladie, dans le sens vernaculaire du terme, alors que le saint, lui, utilisera soit un nom latin, soit un nom dérivé du français. Donc on fait une comparaison, un système phonétique comparé, et on obtient en plus énormément de jeux de mots, de sens cachés. Le blason, finalement, au XIIe siècle, là on aboutit à ça, c'est ni plus ni moins de l'image païenne baptisée. Nous avons une crise sociale extrêmement importante au XIIIe siècle. Cette crise sociale, qui va exploser dans de multiples croisades, comme la croisade contre les Albigeois, cache en fait une transformation du système de pensée, une base qui va devenir notre propre système de pensée rationnel jusqu'à notre société d'aujourd'hui. Le blason est simplement le système totémique du chef, si on peut dire, et représentant une tribu, qui va être réorganisé de telle façon qu'on utilise une technique rationnelle, comme les contrastes, une technique d'analyse, chose qui n'existait pas avant, pour permettre aux gens d'être structurés, organisés et surtout sédentarisés. Tout en leur permettant, vu qu'ils utilisent qu'un système oral et un système propre à leur langue, de continuer dans ce glissement à respecter les nouvelles valeurs, donc le chef qui parle dans les deux mondes, je dirais, le monde chrétien et le monde païen, et de pouvoir ainsi accepter une présence de l'Église chrétienne qui, au XIIIe siècle, va basculer non plus dans des idées liées à la réincarnation, à d'autres choses, parce qu'il y a une multitude de sectes, mais à une idée plutôt romaine qui sera une seule incarnation avec un système organisé et un pouvoir à travers l'instruction qui appartient à ceux qui sont instruits, ce qui est tout à fait différent dans les autres civilisations. Si on peut dire, le système ancien, tribal, est basé sur l'émotif, est basé sur le ressenti. C'est un système matriarcal et donc totémique et simple. Chacun a sa place. Ça, c'est valable. Ce qui s'est passé, en fait, la grande découverte, c'est que cet aspect-là dont on ne parlait pas en France existe, et qui existe partout dans le monde, existait en France au niveau du paganisme. En gros, le paganisme n'avait pas disparu au XIIIe siècle, il était très présent et il influençait énormément.
Mais comme on considérait les gens comme des enfants, les guerres, les croisades correspondaient surtout à des rivalités entre chrétiens, de savoir comment, j'allais dire, découper le gâteau. Le système latin qui s'est organisé n'est plus un système circulaire. On voit bien que les systèmes tribaux sont des systèmes simples, où il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, chacun y trouve sa place, tout est double, on pourrait dire. Le système chrétien qui va s'imposer surtout avec la mentalité romaine est un système triangulaire qui est basé sur l'analyse, donc thèse, antithèse, synthèse. Tout ce système-là va servir de base à notre éducation et va servir de base à notre inconscient, du moins va servir de calque à notre inconscient, d'où parfois, ça on en reviendra après, un malaise dans la société parce que les gens n'arrivent plus à savoir où ils sont. Là, vous pouvez remarquer dans le film, et c'est classique, regardez chez vous, les fenêtres sont carrées, les tables sont carrées, les chaises nous ramènent vers la table parce qu'il faut faire l'effort d'étudier. Tous ces aspects-là sont des aspects classiques qui sont venus à travers les monastères et qu'on a passé progressivement à travers l'école, à travers l'instruction, à travers l'idée du travail tel qu'on le conçoit, jusqu'à faire ce que nous rencontrons aujourd'hui dans la société, un pouvoir unique, une pensée unique et finalement une direction unique, ce qui, à l'inverse des sociétés tribales et de l'inconscient, donc on touche à la psychanalyse, détruit progressivement complètement l'individu et le rend malade. Alors, ce que je voulais préciser, c'est qu'on retrouve les anciens systèmes païens toujours, finalement, quand l'émotion reprend le contrôle, notamment dans les carnavals. Le carnaval est issu de fêtes païennes, est issu de fêtes liées à la nature. L'homme vit dans la nature, système romain, l'homme doit détruire la nature pour la codifier, pour qu'elle soit à son service. Le raisonnement s'inverse totalement. Alors, au niveau des conséquences historiques, donc on me posera des questions facilement pour que ça soit plus agréable. Au niveau des conséquences historiques, comme je vous l'ai dit, le premier aspect, et ça c'est très important grâce à la crypto, on s'aperçoit qu'il y a automatiquement une population païenne majoritaire. Donc, historiquement, on disait que les païens avaient disparu. Faux. Les païens étaient bien présents au XIIIe siècle. Et d'ailleurs, on le voit dans le château de Comarque, les grottes étaient très connues, et elles étaient déjà accédées au XIIIe siècle et continuaient à être utilisées au XIIIe siècle par des passages secrets du château vers la grotte. Et ça, c'est classique. Donc cette population païenne, qui était majoritaire au 7e siècle, on a dit qu'elle avait disparu, est encore extrêmement importante, mais comme on rase les forêts, on met des monastères, on recrée le système, on passe non plus du système nomadisme mais du système sédentaire, on amène les gens finalement à ne plus bouger, à travailler au départ dans les castelnaux par exemple. Les gens sont dans ces villages, ils sont chrétiens entre guillemets, suivent plusieurs formes de christianisme, et ils vont travailler à l'extérieur, donc ils vont labourer. C'est un système de survie, mais totalement différent du système nomade. Par contre, tout autour, les forêts, tout ce qu'il y a des forêts immenses, c'est le nomadisme qui domine. Chose qu'on n'avait jamais pensé, évidemment, sans trace. La différence, c'est qu'à partir du XIIIe siècle, une fois que les chrétiens commencent à se battre entre eux pour savoir quel est le système dominant, système qui vient des Français et Français du Nord, j'entends bien les Franciens, et de Rome, la volonté sera de repousser la nature, donc la nature humaine, puisque la nature humaine est mauvaise. On crée cette idée, et avec l'idée de « moi je sais, toi tu sais pas, moi je peux parler », donc culpabilité, tout finit par apparaître. La population progressivement nomade se réfugie dans les forêts, elle devient de plus en plus limitée, et le XVIIe étant son élimination directe à travers l'élimination systématique de la société matriarcale, qu'on appellera société de sorcières, société décadente, etc. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont se réfugier dans les forêts. Et cette élimination sera définitive au XVIIe siècle. Elle commence en fait avec la Renaissance,
Et protestants comme catholiques s'entendent pour combattre toutes ces populations qu'on appelle entre autres par exemple les croquants. Croquants, ce n'est pas nécessairement lié au village, ce sont des gens qui vivent dans les crottes. C'est-à-dire, les crocs, c'est les grottes fortifiées qui vivent par la forêt et avec la forêt. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que par exemple, Mme Acaron avait abordé l'idée que il y avait plusieurs types d'hominidés. Alors ça, c'est très probable. Il y avait plusieurs populations qui ont disparu par mélange et sédentarisation au fur et à mesure de la construction de l'histoire. Autre élément qui est abordé grâce à la cryptopictographologie, qui veut dire ni plus ni moins donc connaissance des symboles, le latin a toujours servi d'exemple pour expliquer l'origine des langues. Or, justement, là, ça ne va pas. Parce qu'à partir du principe où on a, je prendrai quelques exemples tout à l'heure, où on a un système qui nous fait montrer à travers le phonème une traduction ou une interprétation du symbole différent, ça veut dire que de toute façon, le latin n'a pas construit. Le latin, l'étymologie, c'est du 7e siècle. Et les langues existaient déjà, mais en base, quoi. À cette époque-là, elles étaient déjà bien présentes. Le latin n'a juste fait que, je dirais, baptiser, réorganiser et justifier son propre pouvoir. Alors là, je crois que tu avais une question à me poser sur le temps fantôme, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu inscris le temps fantôme par rapport à la cryptopictographologie? Alors, la cryptopictographologie ne travaille pas sur le temps fantôme. Ça, ce sont des universitaires allemands qui ont remis ça en avant d'après les travaux de Newton. Et le temps fantôme est une explication extrêmement intéressante. Je n'ai pas dit que ce soit la seule et l'unique et que ce soit définitif, mais est une explication extrêmement intéressante de ce qui se passe justement au 7e siècle. C'est-à-dire que Newton s'est aperçu qu'au niveau de l'étude astronomique et du mouvement des planètes, il y avait quelque chose qui ne cadrait pas avec les calendriers tels qu'on les connaissait. Et ces décalages ne correspondent pas du tout. Or, cette période, qui est la période, en gros, après ce qu'on appelle les invasions, là, en fait, ce sont des tribus nomades qui se déplacent et qui supplantent un peu l'économie romaine. Donc, cette période qui se situe entre l'an 500, en gros 600, et la prise de pouvoir d'une façon plus puissante chez les Francs par l'Église romaine, c'est une période de 350 à 500 ans. Or, cette période-là n'existe pas au niveau astronomique. Le problème c'est qu'il est supposé que sur donc 350 à 500 ans, donc ce qui change beaucoup au niveau de l'histoire, une grande partie de l'histoire a été, disons, copiée, recopiée. On a créé, si vous voulez, un mythe, on a créé quelque chose, un faux. On a fait plein d'écrits, on a fait un immense faux pour justifier une historique qui élimine les païens et qui permet à l'Église romaine de s'installer. Une grande partie de l'Antiquité actuellement est regardée avec beaucoup de prudence. On pense que c'est une forme de pré-Moyen-Âge parce qu'il y a des choses qui ne correspondent pas au niveau aussi bien des écrits que des constructions. Il y a des gros problèmes dont on est en train de révéler. Donc vous voyez, la cryptopictographologie, à travers le blason, rejoint certains travaux. Ce n'est pas la même chose, mais ça rejoint certains travaux. Alors ce qui est intéressant, c'est de s'imaginer que beaucoup de textes de l'Antiquité sont des copies du 7e siècle. Il n'y a quasiment rien, très peu de choses de l'Antiquité. On voit toute cette période est refaite. Et donc énormément probablement de philosophes et autres sont des personnages qui ont probablement existé, mais on en a fait plusieurs sur de grandes périodes pour justifier une évolution, pour orienter la pensée. Le latin est plutôt une sorte d'espéranto, une langue sacrée, que les gens étaient obligés de respecter puisque c'était à travers des signes,
comme le juif, tout simplement, comme l'hébreu, comme il existait d'autres langues, et cette langue était donc utilisée par les diplomates pour communiquer avec les différentes tribus. À partir de là, on a essayé de faire croire que cette langue était à l'origine du reste, ce qui n'est pas du tout le cas, et très probablement pas du tout le cas. Oui, donc ça signifie qu'en fait, l'Église romaine a donc récupéré... Oui, tout simplement. En baptisant. Actuellement, les travaux vont vers ça, oui. Voilà. Et ça, c'est la crypto qui permet de voir, de rejoindre certains de ces travaux comme étant un élément prouvant effectivement qu'il y avait l'oralité. De toute façon, on voit bien qu'au XVIIe, il y a quelque chose qui ne cadre pas, c'est qu'on n'a pas de masque, par exemple, païen. Si on cherche en France de tenues de carnaval ancien, il n'y a rien. Vous traversez la frontière, il y a tout. En France, il n'y a rien. On est face au vide. Il y a eu une volonté d'élimination. Et cette volonté d'élimination entraîne aussi après toute une série d'éléments qui arrivent jusqu'à notre société, et donc évidemment le mal-être de notre société. Oui, une autre question. Oui, donc l'Église romaine a récupéré le paganisme en le baptisant et en le représentant d'une autre façon. Oui. Mais derrière chaque symbole ou chaque terme lié à la religion, on retrouve quand même cette origine. Ça j'y viendrai après. On retrouve à chaque fois ça bascule. Ça bascule, on s'aperçoit. Et le pire, c'est qu'on est tellement conditionné que c'est devant notre nez, par exemple, quand c'est du francien ou français, par exemple, on ne s'aperçoit même pas. Tu as un exemple? Oui, j'y viendrai après, mais par exemple le mot curé, qui est propre à l'Église, le curé, on ne s'aperçoit pas que derrière c'est le mot aussi curé qui veut dire gratter la peau. Gratter la peau. Et gratter la peau, c'est une cérémonie carnavalesque où, en fait, on montrait que l'animal perdait ses poils, comme l'homme d'ailleurs, en fonction des mouvements de lunaison, en fonction des printemps, en fonction de l'hiver, que les choses se reconstruisaient. Et après, on en a fait un aspect plus structuré, comme quoi c'était important de se raser avant la cérémonie, d'ailleurs, de baptême. On le voit sur les représentations, serait-ce même sur la tapisserie de Bayeux. On rase les individus parce qu'ils avaient souvent la barbe. C'était une façon de manifester l'âge adulte, la personne pensante. Et on va de plus en plus amener les gens à se raser. Ce qui est symbole va devenir réel dans la vie. Il faut se couper les cheveux, il faut se raser. Regardez où on en est aujourd'hui. Et en fait, derrière ces mots-là qu'on utilise, on a oublié le sens premier. Curer, ça veut dire aussi soigner. Donc d'un côté, on rase, mais en même temps, on nettoie les os. Donc d'un côté, vous avez la mort, on retrouve le côté bien tribal, et de l'autre côté, vous avez la renaissance et la vie. On soigne, parce que l'être de la nature, en fait, Pan ou Cernunnos, façon de le résumer, c'est celui qui apporte la vie. Après, on le représentera sous la forme d'un diable, donc on le voit manger les gens et on voit redéféquer les gens. J'apporte la vie, et en même temps, je digère la vie. L'un ne va pas sans l'autre. Le léopard, d'ailleurs, était ça. C'est la panthère, celle qui est liée à la lune. Donc toujours le même symbole qui fait qu'un petit, mais elle a besoin de mourir pour que son petit naisse. Or ça, on le retrouve sur les blasons, parce que le lion, on va dire des lionceaux, alors que la panthère ou le léopard, on ne va pas le dire. Et ça posait des grands problèmes au niveau de l'Église, parce que est-ce qu'on doit mettre la queue dans un sens? Donc on débaptise aussi tous les symboles qui sont autour, on joue sur les mots de telle façon qu'on ne puisse pas retrouver le sens, mais surtout que la population glisse progressivement dans le sens, comprenne autre chose. Quand je parlais des castelnaux, des sauvetés qui servaient de lieu, comme les monastères, de lieu pour... le monastère, finalement, c'est là, on met les moines, sens premier de moine, ça veut dire mauvais enfant. Ce sont des endroits où on met une sorte de col de redressement. On éduque, tu travailles, tu fais ceci, tu fais cela. Et dans les sauvetés, les castelnaux, les gens travaillent à l'extérieur. Après la guerre contre les Albigeois, on fait des bastides. La bastide n'apporte rien. La bastide, officiellement, c'est le vent de liberté. Vous avez qu'à lire les textes d'ouverture des bastides. C'est ni plus ni moins, d'ailleurs, comme c'est découpé. On voit, c'est un système rationnel, c'est un camp militaire. Et les textes sont extrêmement stricts, tout est strict. Seulement, on peuple de gens qui acceptent. On les fait devenir bourgeois, on rentre dans un autre système commercial, et surtout, il y a désormais
la forêt qui est d'un côté et les nomades. D'ailleurs, le premier texte, souvent le premier terme est marqué, pas d'hérétiques, hérétiques qui étaient surtout des gens des érémistes, des gens qui se déplacent, pas de routiers, pas des gens qui sont dans la route, c'est-à-dire des gens qui se déplacent, pas de nomades. Alors on dit routiers, c'était des guerriers, oui, mais pas n'importe quel guerrier, des guerriers tribaux. Alors, là encore, on s'aperçoit qu'on a toujours des guerriers païens, c'est-à-dire des gens à pied qui livraient leurs services pour la guerre, parce que c'était des chasseurs, c'était des pêcheurs, comme des Almulgavars, les Navarrais, c'est exactement pareil. Alors, ce qui amène aussi sur une question, je crois que tu voulais me parler, des grottes. Oui, justement. Comment donc les lieux qui à l'origine étaient des lieux de culte et des lieux de soins ont-ils aussi été récupérés par l'Église romaine catholique? Alors là, on est face à un autre problème, et ça m'a attiré pas mal d'ennuis. Autant j'ai eu des facilités avec certaines radios, certains chercheurs internationaux, ou même certaines émissions télévisuelles, autant j'ai eu aussi des blocages. Il y a un moment donné, il y a même un Sud-Ouest qui a essayé de m'enfoncer complètement dans une émission. C'était inutile, et comme a dit un psychanalyste avec qui je suis en rapport, et qui est d'accord avec moi par rapport à ce qu'il voit, lui, sur le travail de son inconscient, et il a dit, vraiment, on t'a fait une fleur, là, parce que vraiment, tu dois vraiment les emmerder. Et par exemple, le problème des grottes, donc on voit les fresques sur des grottes, ça c'est les travaux d'ethno-astronomes, certaines fresques correspondent à des dessins qu'on trouve liés pour expliquer les mouvements des étoiles et de ce qui se passe dans l'homme chez les Assyriens. Et ces symboles-là, des fois certains symboles, sont quasiment copiés-collés, on les retrouve soit sur les sceaux, soit sur les blasons. Par exemple, vous avez un animal qui passe sur un arbre. Ça a l'air de rien, qui vous regarde. Vous avez un animal vertical contre une tour. Or ça, c'est pour expliquer des phénomènes astrologiques. C'est pas fait au hasard. Et on les retrouve à Lascaux. Alors, il y a eu des gros problèmes à Lascaux parce que ça a été identifié et mesuré, mais ce n'est pas admis. Et l'autre problème que soulève la crypto, justement, c'est qu'au niveau des grottes, comme je suis amené à utiliser des langues vernaculaires anciennes, par exemple, surtout spécialisées sur l'occitan, en fait, il faudrait qu'on soit des dizaines, et c'est pour ça que j'essaie de faire à travers ce message Internet pour former, le cas échéant. Quand on utilise, par exemple, au niveau de l'occitan, on s'aperçoit avec stupeur que les lieux toponymiques, qui sont donc dans la langue d'oc, comme Lascaux ou autres, ont, de par la sonorité, la démonstration que les grottes étaient connues, que les grottes étaient utilisées. De toute façon, c'est très simple, là il faut avoir une logique. Ça c'est connu. Au niveau des peintures, il faut avoir déjà, ce sont des professionnels, parce qu'il faut quand même avoir un sens de l'optique, un sens du relief, un sens du recul. On ne peut pas faire n'importe quoi, et si quelqu'un veut essayer de le faire, d'ailleurs c'est simple, il y a eu plusieurs Lascaux qui ont été faits et démontés. On a vu des peintres spécialisés qui ont refait à l'identique Lascaux, je parle de Lascaux par exemple, et ils ont découpé les parois. Ils étaient assis sur des coussins avec des projecteurs, ils repeignaient comme ça. Ça m'étonnerait qu'ils se soient amusés à aller dans les conditions réelles, dans une grotte avec une torche, comme on dit, et faire cela. Là, on est face à un autre problème. On est face à un système de culte respecté, parce que sur des milliers et des milliers d'années, il faut que ça soit respecté. C'est impossible autrement. Et c'est très probable, et en plus connu, puisque la toponymie le montre. La toponymie, c'est entre le XIIIe et le XVe siècle. S'ils connaissent un endroit où les grottes sont bouchées, c'est pas possible. On a même sorti, ils les ont trouvés, ils les ont reperdus, enfin bon, faut arrêter. La seule possibilité, c'est qu'il y avait toujours des cultes qui étaient pratiqués, donc on en revient encore au paganisme, et surtout une unité de ces cultes, même s'il y avait des transformations, et un respect de ces fresques. Parce que les fresques sont faites quand même aussi, ils les faisaient chauffer. Il y avait parce qu'on ne peut pas faire de la peinture directe, ça s'efface. Avec les tremblements de terre sur des milliers d'années, la pollution, n'importe quoi, ça s'efface. Si c'est mis dessus, c'est parce qu'on a fait un enduit. On a fait un enduit chaud. Alors on se retrouve face à un problème aussi, qui est, ça, je crois que tu allais me poser la question là-dessus, sur le fameux temps, le temps qui s'écoule. On est coincé à ce stade-là, sauf si on fait de la physique quantique. Alors là, on est moins coincé.
Parce qu'on est face, oui. Justement, comment relier la cosmologie avec la crypto-pictographologie? Comment est-ce que... Alors, c'est pareil, ça fait une sorte de pierre angulaire, ça permet de renvoyer dans tous les sens, parce que ça unit tout, quoi. Et ça permet de dire que l'ethno-astronome a très bien mesuré ce qui se passait. Ça permet aussi d'expliquer que les chercheurs liés sur les hommes sauvages, sur différentes ethnies, ça marchait. Parce qu'on arrive à se poser des questions, à savoir si ceux qui faisaient des peintures n'avaient pas des capacités visuelles. On s'aperçoit dans les tribus, même encore à l'actuel, que les tribus les plus primitives qui sont restées, qui vivent dans la forêt, ont des capacités auditives, des capacités visuelles, et même nocturnes, totalement différentes de ce que nous connaissons. Le système romain nous a placés dans un concept solaire. Donc tout est solaire. Le système ancien passait aussi dans un système lunaire, donc avec une écoute de la nature. Or la nature, c'est aussi l'inconscient, donc on est à l'écoute de ses rêves. Et là, c'est complètement différent. Donc, qui dit à l'écoute de ses rêves, c'est-à-dire voir les personnages de ses rêves. Or, dans ces cas-là, ça veut dire que nous, on est capable de voir l'arbre. Eux, ils étaient capables de voir l'énergie de l'arbre. Donc, l'elfe, tout ce qu'ils pouvaient être. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient fous. Ça veut dire qu'ils étaient capables, puisqu'ils étaient en réception avec cela, à voir certaines choses. D'ailleurs, même les inquisiteurs qui les poursuivent ne parlent pas de folie. C'est eux qui sont à l'origine de la médecine et des psychiatres. Non, ils disent, voilà, ils sont capables de faire des choses, de voir des choses qui ne sont pas bonnes. Ça veut dire que qui est fou? Celui qui le croit ou celui qui le combat? En fait, on se dit, mais il est encore plus fou que celui qui le croit. Non, ils savent qu'il y a des choses. Ils le savent parfaitement, mais ils vont l'interpréter comme étant, désormais, pour des raisons politiques et d'organisation sociale, comme étant le diable. La différence, c'est que la Bastide, comme j'explique, c'est on structure les gens. Et là on va combattre la forêt. On rentre dans un autre concept. Pour les grottes, on a un suivi. Et il est très probable, parce que si c'est sur des milliers d'années, on peut se poser la question, comment ont-ils fait entre 20 000 ans, 15 000 ans c'est vrai, bon, l'Antiquité, on peut arriver à comprendre au niveau du suivi. Mais comment on peut passer de symboles qu'on voit sur cette époque et passer à autre chose? Or, le seul problème qui est indiscutable, c'est que cette chose peut avoir existé si on sort d'un concept de temps linéaire, oui, ça ouvre la porte sur autre chose, mais on passe à un temps cyclique. Alors, pour comment expliquer ça, on a les saisons, voilà, le jour change tout le temps, il y a plein de choses qui évoluent, qui se transforment, et imaginez finalement l'homme, finalement c'est une fourmi. Imaginez une fourmi qui soit extrêmement intelligente et qui veut comprendre le temps qui passe. Seulement cette fourmi va analyser le temps en fonction de sa propre durée de vie et va l'analyser en fonction de ce qu'elle connaît. La fourmi, elle ne connaît pas l'hiver, elle connaît que l'été en gros. Donc elle va considérer que le temps, c'est l'été. Si on fait un calcul comme ça, on a un calcul linéaire. Si on fait un calcul cyclique, alors là, on rentre dans quelque chose de différent. C'est une possibilité d'explication, parce que nos calculs, en fait, ne correspondent pas à l'idée d'accélération, par exemple, comme un mécanisme normal, elliptique, un mécanisme de la nature, d'accélération, de transformation, je dirais, du mouvement des planètes, ou du changement de gravité, des choses comme ça. Et si on intègre ça, alors là, on a un temps totalement différent. Ça remet donc totalement en cause l'évolution traitée par Darwin. Ah ben Darwin se sent mal après. Il ne faut pas oublier que Darwin, la première chose qui est mise en avant, Darwin était maçon, la première chose qui est mise en avant, c'est de mettre l'idée de colonisation. Il le disait lui-même, comme Jules Ferry, on éduque les barbares, pour justifier l'école ici. Lui, il disait le sauvage et il disait le sauvage est animiste. Le barbare est polythéiste, l'homme civilisé est monothéiste. On retrouve toute la logique. Et la logique, elle est représentée sur des tableaux évolutifs de l'homme. Le premier homme est toujours courbé, poilu, noir de préférence. Et après, il grandit. On l'a même représenté sur Osséisie. Il devient un grand blond, un homme très droit qui voilà. Alors que dans la réalité, c'est pas ça du tout. On n'en sait rien du tout de ce qui se passe. On ne sait rien.
Donc là, Darwin est, c'est pas que ça soit mauvais, mais Darwin est probablement très, très limité. Il y a nécessairement une transformation de ces énergies, hein, de tout un tas de choses par rapport à ces gravités, et différentes ethnies qui commencent à apparaître. Voilà. Pas nécessairement comme on le suppose à travers les singes et autre chose. Même les singes étaient considérés, ne pas l'oublier, comme des hommes, hein, autrefois. Hein. Des hommes muets, mais des hommes. Parce qu'ils savent, maintenant on s'aperçoit qu'ils savent communiquer par les signes. Que les animaux ont des émotions, que tout ça vit. À une époque, on disait que c'était des robots. Hein. Tout à l'heure, tu as parlé de la cryptographologie en parallèle avec la psychanalyse. Est-ce que tu peux effectivement approfondir un petit peu la question sur l'inconscient collectif et la société que l'on rencontre actuellement? Alors, l'Église a amené, une fois qu'on a enlevé le côté possédé, on est passé au côté malade, mental. On a commencé à soigner, mais toujours dans un cadre rationnel. On démonte, hein, l'homme se démonte. Alors qu'il y a d'autres médecines qui prennent en compte ce qui se passe dans l'inconscient. L'inconscient est malade, ou l'âme est malade, hein, on prend le terme que l'on veut, donc, mais l'âme c'est le corps. Tandis que l'Église en a fait l'âme, c'est ce qui se passe dans le raisonnement, ce qui se passe dans le cerveau. Il va au ciel. Alors qu'avant, il disait non, l'âme c'est le corps. Il va sous terre, quand il est là, il va être nourri, et ensuite, il va se régénérer de telle façon qu'il y ait de nouvelles incarnations, donc on revit. Alors ça, c'est totalement différent. Et au niveau de la psychanalyse, le monde de la nuit, le monde des rêves, est aussi important que le monde du jour. Parce que finalement, notre vie, peut-être qu'on la rêve, hein. Et quand on s'aperçoit qu'on dort, on croit vraiment ce qui se passe. La psychanalyse est en différence avec la psychiatrie. Alors, on retrouve l'influence de la société. Vous êtes malade, on vous soigne. Médicament terminé. Le psychologue, c'est vous êtes malade, pas de problème, on va vous apprendre à vous soigner pour rentrer dans la société. Dernière chose, la psychanalyse, personne n'est malade. Dans le pire des cas, c'est la société qui est malade. Vous n'avez plus votre place, vous ne comprenez plus ce qui se passe en vous. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire que la psychanalyse va s'occuper du monde des rêves, du monde de l'inconscient, comme faisaient autrefois les chamans. Pour soigner l'individu, il faut qu'il retrouve sa place dans la société. Or, pour ça, il faut une société où il existe. À partir du moment où une société n'existe pas, enfin, le fait qu'il n'existe pas, elle le détruit, elle l'assujettit complètement. On va en faire un robot, mais donc il va mourir par lui-même. Voilà l'idée générale qui s'apparente à la psychanalyse. C'est pour ça que j'ai de bons rapports avec des psychanalystes et qui sont d'accord en grande partie avec le fait que la crypto permette de voir des sociétés qui étaient basées sur la relation humaine et surtout sur un rapport à la nature, grande nature et nature humaine. Et tous les symboles qu'on retrouve sur les blasons originaux parlent dans ce sens. Alors là, c'est tous, hein. Il n'y a pas d'exception. Justement, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de sens qui ont été récupérés donc baptisés par l'Église romaine et qui, à l'origine, proviennent du monde paganisme, païen. Est-ce que tu as des exemples là-dessus? Il y a eu d'autres travaux qui sont un peu en parallèle avec la crypto. Hein. Je suis tout seul à faire ça. Hein. Du moins, à première vue, je suis tout seul. Il y a ce qu'on appelle la phonétique historique qui a abordé un peu ça avec l'évolution des langues et la phonologie qui s'occupe des sons. Là, ça récupère un peu tout et ça permet de voir l'évolution donc, de ces sons et le sens porté. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au niveau du blason, par exemple, des fois on a des substrats, comme on a des coupes sur la Terre. C'est-à-dire qu'on a plusieurs sens avec l'évolution à l'intérieur. Alors c'est pas toujours le cas, puis il faut le voir aussi, parce que des fois il faut y repasser. Plusieurs sens qui se juxtaposent. Et au fur et à mesure des crises, on efface un mot, on en refait un autre, et ainsi de suite. Et entre le 7e siècle et le 13e siècle, on voit l'évolution du mot. Par exemple, Plantagenet, hein, que tout le monde a dit, voilà, c'est celui qui porte un genet dans les traductions simples, romaines. En fait, dans la langue d'origine, ça veut dire tout simplement le fils, plante, de la genette. Et ça a un autre sens. Et parce que gène aussi, c'était la lune.
Et génètes, les génètes, c'était les animaux de la lune, les animaux nocturnes. On appelait ça des chats. Donc on voyait le futur léopard. Et en même temps, on veut faire passer l'idée que Gênes était une fée. Donc derrière, on voit les calques qui commencent à s'imposer. On passe à le symbole d'une plante, sur un plan chrétien, hein, alors qu'au départ, et d'ailleurs bien leur histoire, quand ils écrivent, ils font bien ça, ils parlent de geste, parce que geste c'est en occitan, hein, ils parlent de quelque chose qui est beaucoup plus profond, où ils auraient une sorcière, une fée qui apparaît. Donc ils parlent d'ancien culte, et surtout, très important, justifier que lui venait en s'appuyant sur un système par les femmes. Alors que les autres voulaient un système salien. Le Rome veut un système salien, c'est-à-dire uniquement sur les hommes. Le système matriarcal est mauvais, la femme est mauvaise. Alors que avant, c'est l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Comme par hasard, les Plantagenets vont appuyer les fameuses, les troubadours, les fameux cultes courtois. Par exemple, un nom qui est connu, c'est Hocquenoun. Hocquenoun, c'est pour Richard Cœur de Lion, c'était son vrai surnom. On l'a traduit par ni oui ni non. Et en fait, si on le met dans le sens vernaculaire, ça n'a pas du tout la même chose. Ça veut dire le léopardo, le lionceau, ons, nun, le petit léopardo, le petit lionceau. Et c'est pour ça que Born lui dit, tu es le descendant de ton père, il faut que tu sois Osenun, il faut que tu sois quelqu'un. Alors en même temps, il lui rappelle les anciens cultes qui sont cachés par les troubadours, les cultes de la lune, cultes matriarcaux. Tous les mots qui sont utilisés, physiologos, etc., font, pas physiologos, c'est un autre terme, qui parle de anthropologie, je crois. Non, c'est pas anthropologie, enfin bon, bref, je ne me rappelle plus du mot, qui fait référence au culte de la panthère, donc au culte de la lune. Hein, et tout ça, c'est systématique. D'ailleurs, le père, je crois que c'était Henri II, fait une référence aussi. On sait qu'il porte c'est le début, hein, comme par hasard, au début, on ne monte pas les blasons. Ils sont cachés sur les sceaux. Les sceaux officiels, on ne monte pas. Parce ils peuvent être peints, mais ils ne sont pas organisés de la même façon. Les respects des contrastes, tout ça, la pensée aristotélicienne n'est pas mise en œuvre. Et au départ, on voit avec étrangeté que, par exemple, on sait que, je crois que c'est Henri II, porte, d'après ses écrits, porte une sorte de panthère dans son symbole. Or, Henri II, je crois que c'est lui, il s'appelait... on l'appelait Courmantel. Or, Courmantel, si on le fait dans l'autre sens, manticore. Courmantel, manticore, la panthère. Et donc, les trois quarts des noms sont comme ça. Alors, le plus simple, le plus évident, c'est des mots qui est intéressant, comme épiscopal. Épiscopal, qu'on connaît, la crosse épiscopale. On peut entendre aussi bien la croix et le symbole, qu'on peut entendre l'évolution. L'évolution, croître, pousser, ça rappelle un peu le mot croire. Oui, ça n'a pas du tout le même sens. Et surtout la représentation, un épi en pâle. Et alors là, on le voit, hein, c'est représenté sur les blasons, mais c'est représenté aussi dans le réel. L'épi en pâle, avec souvent un léopard dessus, comme par hasard, qui traverse les mouvements de la nature. Et là, on a même un substrat qui nous envoie vers quelque chose de plus ancien. Pis, c'est l'esprit. C'est le nom qu'on donnera aussi aux fous, aux possédés, parce que les premiers fous, en fait, des rois, ce sont ni plus ni moins des chamans. Hein. Ils sont possédés par l'esprit. Ils sont fous. Ils ont le souffle, en fait, littéralement. Alors, il y a plein de mots qui ont évolué, on ne peut pas tout faire. Donc, ça sera aux gens qui me commanderont quelque chose, je pourrais faire une analyse. L'un qui est intéressant, c'est le mot léopard, par exemple. Il n'y avait pas que ce mot. Il ne faut pas le rationaliser à un mot. Il y a lobar, lubar, loupard, suivant les secteurs. Ou gatpar. Or, quand on l'utilise en anglais, on obtient quoi? La porte, le passage vers le paradis. Léopard, looping. Hop, lobe, celui qui revient. Et ainsi de suite, on s'aperçoit que derrière cela, il y a des rappels au védisme, il y a des rappels à des symboles que l'on retrouve justement, même à Lascaux, aligné, où la bête est en train de traverser, où on ne lui voit pas les pattes,
elle s'élève, etc. Ce sont des représentations astrales et des représentations de ce qui se passe dans la nature. Ça peut être aussi une représentation de l'individu lui-même qui s'élève vers la spiritualité. Alors oui. Alors de toute façon, il se basait sur tout. Les villes sont des entités. Une ville est une entité. Elle pense, elle a sa propre âme. L'individu, les surnoms, tout intervient là-dedans. Tout existe parce que toujours on fait référence pour les vieilles tribus. Il y a toujours un géant qui commence, il y a toujours un héros, il y a toujours un homme sauvage qui apparaît. L'homme sauvage est toujours caché à quelque part dans l'Église. Il faut chercher, il y est. C'est le primitif. C'est celui qui... Il y a un côté pan, mais il y a aussi un côté réel. Ils sont représentés souvent. Pour conclure, donc, au niveau professionnel, j'ai fait pas mal d'articles, de magazines, pour des magazines, aussi bien en français qu'en occitan. Et voilà, donc là, je parle sur un plan direct. Si certains veulent que je fasse un article sur un symbole particulier, on me contacte. Si quelqu'un veut que je fasse une analyse de blason, et je l'ai déjà fait, et je peux vous assurer que quand on arrive au XIIe siècle et qu'on commence à rechercher l'aspect totémique à travers l'esprit vernaculaire, c'est-à-dire à travers l'endroit où il a été créé, et j'ai des gens qui m'ont demandé de le faire parce que le blason avait évolué, il y avait des choses qui se transformaient, ils ne comprenaient pas, et à la fin ils ont été extrêmement surpris parce qu'ils se sont aperçus qu'il y en a un qui a écrit dans sa thèse. Ça me paraissait complètement abracadabrant, quoi. On n'est pas habitué, on a des analyses, on regarde des documents. Et le problème, c'est qu'on finit par retomber sur nos pieds. On arrive à quelque chose de réel. Et là, ils ont remarqué, en attendant, les faits sont là. Pire, en faculté, on m'a même dit une fois, le pire, c'est qu'ils ne se trompent pas. Le pire, c'est que ça marche. Donc, j'ai fait aussi, comme j'ai dit, pour les créations. Donc, il peut y avoir des questionnaires. Pour là, c'est sur les blasons. Remise en ordre, etc. Il suffit de me contacter, je peux travailler là-dessus. Et sinon, je peux faire aussi l'explication sur commande d'un symbole particulier, qui n'est pas nécessairement dans le blason, mais quelqu'un qui veut savoir, voir une conférence audiovisuelle, afin de comprendre aussi ce que l'on possède, ce qui est lié à soi. Comprendre aussi, quand on crée, ça peut être un logo aussi, ça peut être ce qui est propre à l'individu et comment il va se diriger. Et en même temps, de prendre tout type de commandes et de voir pour pouvoir aider l'individu à s'affirmer finalement dans la vie de tous les jours. Parce que dans l'actualité, l'homme est en train de devenir fou. Ils sont malades. Donc, plus il comprend ce qu'il est, plus il reprend possession de lui-même. Et à partir de là, il n'est plus fautif. Il est en accord avec lui-même. Donc, je reste ouvert à toute forme de proposition. Je remercie encore... Oui, une question, oui. Oui, j'avais encore une question. C'était comment mettre en parallèle la crypto-pictographologie avec l'individu, justement, parce que là, jusqu'à présent, on était sur le collectif, l'inconscient collectif et autres. Mais la personne, dans la société actuelle, comment faire ce lien-là ? À partir du principe où on étudie ça, on est toujours en accord avec soi-même, parce que ça permet, à travers un questionnaire, là, de retrouver sa propre image. En fait, progressivement, ça permet à la personne de déculpabiliser, de quitter un peu le manteau de société et de voir que quand elle se base sur cela, elle va s'apercevoir soit à travers mon travail des questionnaires quand je crée quelque chose, ou simplement par rapport à des fois ses aïeux. Elle retrouve quelque chose qui lui est personnel, elle retrouve sa place. Et en même temps, ça lui permet de comprendre que, par exemple, dans chaque attitude, le fait de taper du pied, le fait de se gratter le nez, le fait de réagir, avoir un tic sur quelque chose, tout ça, en fait, ça permet à l'individu de se dire « Ouais, mais là, c'est pas quelque chose qui ne va pas, c'est mon âme qui me parle. C'est à moi de comprendre le message qui est passé avant de tomber malade, avant que ça prenne des proportions, où finalement, dans le pire des cas, c'est le cimetière. Et puis après, à vous de retrouver un autre corps et de recommencer. En fait, c'est tout simple. Donc ça aide l'individu à comprendre, au niveau historique, au niveau philosophique, ça ouvre plein de portes. Et au niveau de la psychanalyse, puisque ça permet de dire, voilà, si je fais cette attitude ou si j'ai des spasmes sur telle chose, pourquoi ? Parce qu'en fait, dedans, on est en train de toucher au monde des rêves. Et le monde des rêves, il faut bien comprendre que l'homme, son temps est très limité dans l'espace, et au Moyen-Âge, il était encore plus limité. Pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui pouvaient vivre jusqu'à 100 ans, mais c'était les plus costauds. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement les plus costauds, c'est ceux qui ont le plus de vitamines,
qui tiennent artificiellement, mais qui ne seraient pas capables de vivre 10 minutes dans une forêt. Hein. Donc voilà, donc, je reste à la disposition pour toute demande, hein, par mon site internet, et à partir de là, pour pouvoir travailler et échanger avec les gens, chose que je faisais avant à travers les conférences, mais c'est compliqué aujourd'hui, ou à travers des écrits, mais je sais que petit à petit, ça intéresse beaucoup de gens. Voilà, donc je remercie pour les questions qui ont été posées, je pense que c'est bon. Je remercie TV Entre-deux-Mers pour avoir eu la gentillesse de mettre les moyens à ma disposition, et la mairie de La Réole pour cette magnifique salle. J'espère pouvoir faire d'autres interventions à la demande des gens ou en plus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et surtout n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout.